Carl Jung. En 1928, il a écrit quelque chose que les psychologues modernes préfèrent en ignorer. Il disait que l'ombre refoulée est comme de l'eau retenue derrière un barrage. Vous pouvez l'ignorer pendant des années, des décennies même, mais plus vous la retenez, plus la pression s'accumule. Et quand ce barrage finit par céder, l'inondation ne distingue pas entre amis et ennemis, entre qui mérite et qui ne mérite pas. L'eau détruit simplement tout sur son passage. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'en 2024, des chercheurs de Science Direct ont publié une étude qui a finalement quantifié ce que Jung décrivait il y a presque un siècle. Ils ont découvert que les personnes ayant une haute sensibilité de traitement sensoriel, les fameux hypersensibles, présentent une corrélation de 0,49 avec la réactivité émotionnelle. Cela signifie que presque la moitié de l'intensité émotionnelle que vous ressentez est directement liée à la façon dont votre cerveau traite le monde qui vous entoure. Mais voilà ce qui rend cela dangereux. La même étude a révélé quelque chose que les chercheurs ne s'attendaient pas à trouver. La connectivité fonctionnelle entre le réseau de science et le réseau fronto-pariétal chez les hypersensibles est significativement négative. En termes simples, plus vous êtes sensible, moins votre cerveau parvient à réguler ce qu'il détecte comme important. Et cela signifie que l'hypersensible ne choisit pas de se surcharger. Son cerveau ne parvient littéralement pas à filtrer chaque émotion, chaque tension dans l'environnement, chaque micro-expression sur le visage de quelqu'un. Tout entre, tout s'accumule. Et contrairement aux personnes ayant une sensibilité normale, vous n'avez pas le même système de drainage émotionnel. Jung avait prédit ça. Il appelait cela l'accumulation sombre. Et il a alerté sur le fait que les personnes les plus calmes, les plus pacifiques, les plus tolérantes, sont exactement celles qui explosent de la façon la plus dévastatrice. Parce qu'elles n'explosent pas fréquemment. Elles explosent une fois. Et quand elles explosent, le monde entier le ressent. Mais avant que je ne vous révèle exactement ce qui se passe neurologiquement au moment de l'explosion, je dois vous montrer comment nous en sommes arrivés là. Parce que l'explosion n'est pas le problème. L'explosion est le symptôme. Et ce qui cause ce symptôme est en construction à l'intérieur de vous depuis le jour où vous avez appris que vos émotions étaient de trop pour les autres. Vous vous souvenez du premier moment, le premier moment où vous avez exprimé de la colère, de la tristesse, de la frustration, et où quelqu'un vous a dit de vous calmer, de ne pas exagérer, d'arrêter d'être si sensible. À ce moment-là, votre cerveau a appris une leçon dangereuse. Il a appris que vos émotions n'étaient pas sûres à exprimer. Et à partir de ce jour, vous avez commencé à construire le barrage. Saito et ses collaborateurs ont publié en 2025 une étude sur le circuit amygdale-cortex qui a changé notre compréhension de la mémoire émotionnelle. Ils ont découvert que les émotions intenses ne créent pas seulement des souvenirs plus forts. Elles changent littéralement l'architecture de votre cerveau. Chaque fois que vous réprimez une émotion intense, vous ne l'éliminez pas, vous la codifiez plus profondément. Et la recherche de Taira et Sharp de 2025 sur la sérotonine a révélé quelque chose d'encore plus perturbant. Quand le système sérotoninergique est déséquilibré, que ce soit par stress chronique ou par répression émotionnelle constante, le résultat n'est pas seulement de l'anxiété ou de la dépression, le résultat est un comportement agressif explosif. Le système qui devrait vous maintenir calme devient le système qui alimente l'explosion. Mais calmez-vous, ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est ce qui se passe au moment exact où l'hypersensible finit par exploser. Et pour comprendre cela, nous devons revenir à un concept qu'Andrew Huberman a expliqué dans son épisode avec le docteur Mark Brackett en septembre 2024. Huberman a décrit un phénomène appelé le détournement de l'amygdale. Et voici ce que cela signifie dans la pratique. Quand l'amygdale détecte une menace, elle peut littéralement désactiver votre cortex préfrontal. C'est la partie de votre cerveau responsable de la pensée rationnelle, de la considération des conséquences, du filtre social qui vous empêche de dire des choses que vous allez regretter. Chez les personnes ayant une sensibilité normale, ce détournement dure des secondes, peut-être une minute. Le cortex préfrontal reprend le contrôle rapidement.
mais chez les hypersensibles. L'étude de Science Directe de 2024 a montré que l'activation de l'amygdale est significativement plus élevée et plus prolongée. C'est comme si l'amygdale ne se contentait pas de détourner le cortex préfrontal, mais le verrouillait dans une cellule et jetait la clé. Et durant cette période, durant ce détournement prolongé, vous n'êtes pas vous. Vous êtes la somme de toutes les émotions que vous avez réprimées. Vous êtes le barrage rompu. Vous êtes le volcan. Jung avait un mot pour ça. Il appelait cela la possession par l'ombre. Et il le décrivait exactement ainsi. La personne se retrouve à crier, à attaquer les autres, à se comporter de manière qu'elle n'aurait jamais pensé être capable. Et après, quand l'ombre recule, la personne est atterrée, comme si un étranger avait momentanément possédé son corps et son esprit. Vous avez déjà ressenti ça? Ce moment après une explosion où vous regardez les décombres autour de vous et vous pensez « ce n'est pas moi, cette personne, ce n'est pas moi ». Et vous avez raison, ce n'était pas vous. C'était tout ce que vous avez essayé de ne pas être. C'était l'ombre que vous avez alimentée avec chaque émotion engloutie, chaque rage supprimée, chaque larme forcée de retourner à l'intérieur. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Cette explosion, aussi destructive soit-elle, est en fait un mécanisme de survie. Votre système nerveux a atteint une limite. La pression est devenue insoutenable. Et votre cerveau, dans un acte d'autopréservation désespéré, a ouvert les vannes. Le problème n'est pas l'explosion. Le problème est que vous n'auriez jamais dû être forcé de réprimer autant, pendant si longtemps, pour commencer. Et maintenant, vient la partie que Jung considérait comme la plus dangereuse de toutes, après l'explosion. La plupart des gens font exactement la mauvaise chose. Ils ressentent de la honte, ils ressentent de la culpabilité. Et ils se font une promesse. Plus jamais je ne laisserai ça arriver. Je vais me contrôler mieux. Je vais réprimer avec plus de force. Et ainsi, le barrage commence à être reconstruit, pierre par pierre, émotion par émotion. Et le cycle se réinitialise. Jung a écrit à ce sujet aussi. Il disait que l'ombre ne peut pas être éliminée. Elle est une partie vivante de la personnalité et par conséquent, veut vivre sous une forme ou une autre. Elle ne peut pas être argumentée hors de l'existence ou rationalisée en quelque chose d'inoffensif. Et voici ce que cela signifie pour vous, hypersensible. Vous ne pouvez pas vaincre l'ombre en la réprimant plus fort. Vous ne pouvez pas la contrôler en construisant des barrages plus grands. La seule issue est ce que Jung appelait l'intégration. Mais l'intégration n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas accepter vos émotions tout en continuant à les cacher au monde. Ce n'est pas être gentil avec vous-même tout en prétendant aux autres que tout va bien. L'intégration, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est beaucoup plus effrayant. Et avant que je puisse vous expliquer ce que l'intégration exige réellement, je dois vous montrer pourquoi les hypersensibles, spécifiquement, ont été programmés pour y résister, parce qu'il existe une raison neurologique pour laquelle vous préférez exploser occasionnellement, plutôt que d'intégrer conséquemment. Et cette raison a à voir avec la façon dont votre cerveau a été façonné depuis l'enfance. Le docteur Alan Shore, dans son épisode avec Andrew Huberman en novembre 2024, a révélé quelque chose de fondamental. L'hémisphère droit du cerveau domine le développement au cours des 24 premiers mois de la vie. Et cet hémisphère est responsable de la communication non verbale, de la syntonie intuitive, de la régulation émotionnelle. Si vous êtes hypersensible, votre hémisphère droit est probablement plus développé que la moyenne. Vous captez des signaux émotionnels que d'autres ne captent pas. Vous sentez des tensions que d'autres ne sentent pas. Vous percevez des incohérences entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent, vraiment. Mais voici le problème. Si, durant ces 24 premiers mois, vos expressions émotionnelles ont été accueillies avec rejet, impatience, ou pire, avec punition, votre cerveau a appris quelque chose de dangereux. Il a appris que votre sensibilité n'était pas un don, mais un défaut. Il a appris que pour être aimé, vous deviez cacher la partie la plus fondamentale de qui vous êtes. Et cet apprentissage ne vit pas dans votre esprit conscient. Il vit dans les circuits neuronaux de votre hémisphère droit. Il vit dans le modèle d'attachement qui a été codifié
avant même que vous n'ayez de mots pour décrire ce que vous ressentiez. Et c'est pourquoi l'intégration est si difficile pour vous. Parce qu'intégrer l'ombre signifie défier la programmation la plus profonde de votre cerveau. Cela signifie désobéir à l'ordre qui a été installé lorsque vous étiez le plus vulnérable. Cache ça. Ou perds l'amour. Mais il y a une issue. Et cette issue a été validée tant par Carl Jung que par Andrew Huberman. Bien que de manière différente. Le docteur Ethan Kross, dans l'épisode d'Andrew Huberman de novembre 2024, a introduit un concept appelé « distanciation mentale ». C'est une technique où vous vous référez à vous-même, à la troisième personne durant des moments d'intense émotion. Cela paraît simple, cela paraît même bête. Mais la recherche montre que ce simple changement linguistique active différentes régions cérébrales. Quand vous dites « je suis en colère », votre amygdale reste en alerte maximale. Mais quand vous dites « il est en colère » ou que votre propre nom est en colère, quelque chose change. Le cortex préfrontal commence à se réengager. Vous gagnez une fraction de seconde d'espace entre le stimulus et la réponse. Et cette fraction de seconde est tout. Carl Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de maintenir deux opposés dans la conscience simultanément, sentir la colère complètement, tout en observant aussi la colère de l'extérieur. Ne pas réprimer, mais aussi ne pas être consommé. Et cela nous amène au protocole que j'ai promis de révéler. Le protocole qui unit la psychologie profonde de Carl Jung avec la neuroscience d'Andrew Huberman. Le protocole qui peut prévenir la prochaine explosion, non pas par la répression, mais par l'intégration. Mais avant que je vous explique les étapes, je dois vous prévenir de quelque chose. Ce protocole va défier tout ce que vous avez appris sur la façon de gérer vos émotions. Ça va paraître faux au début. Ça va paraître dangereux, parce que vous avez passé votre vie entière à apprendre que sentir est dangereux, qu'exprimer est risqué, que la sécurité est dans le contrôle. Ce protocole va vous demander de lâcher le contrôle, pas tout d'un coup, mais systématiquement, stratégiquement, dans un environnement SR. Êtes-vous prêt? Le protocole d'intégration de l'ombre de l'hypersensible a 5 phases. Chaque phase a été conçue pour défier une couche différente de la répression. Et chaque phase a une validation tant de la psychologie jungienne que de la neuroscience moderne. Phase 1. La reconnaissance somatique. La plupart des gens essaient de traiter les émotions par le biais de l'esprit. Ils pensent à ce qu'ils ressentent, ils analysent, ils rationalisent. Mais Carl Jung et Andrew Huberman s'accordent sur quelque chose de fondamental. L'émotion ne vit pas dans l'esprit. Elle vit dans le corps. Andrew Huberman a expliqué dans son épisode sur l'interception que nous avons un système entier dédié à percevoir les signaux internes du corps. Et ces signaux arrivent au cerveau bien avant toute pensée consciente. La colère ne commence pas comme une pensée « je suis en colère ». Elle commence comme une contraction dans la poitrine, une tension dans la mâchoire, une chaleur montant dans le cou. La première phase du protocole est d'apprendre à capturer l'émotion à ce stade somatique, avant qu'elle n'atteigne l'amygdale avec force totale. Une fois par jour, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et faites un scan corporel de 2 minutes. Et où y a-t-il de la tension? Où y a-t-il de la chaleur? Où y a-t-il un serrement? N'essayez de rien changer. Observez juste. La recherche montre que simplement observer les sensations corporelles sans jugement active le cortex insulaire antérieur, qui est le centre d'intégration corps-esprit. Phase 2. La nomination précise. Le docteur Marc Brackett, dans l'épisode de septembre 2024, a introduit le concept de granularité émotionnelle. C'est la capacité de distinguer entre des émotions qui paraissent semblables, mais sont neurologiquement différentes. La plupart des gens opèrent avec un vocabulaire émotionnel d'une dizaine de mots peut-être. Heureux, triste, en colère, anxieux. Mais la recherche montre que plus vous êtes précis en nommant votre émotion, moins elle a de pouvoir sur vous. Il existe une différence neurologique entre être frustré et être déçu, entre être irrité et être ressentant, entre être blessé et être trahi. Et votre cerveau connaît la différence, même si votre esprit conscient ne la connaît pas. Après le scan corporel, demandez-vous si cette sensation pouvait parler. Quel serait le mot exact qu'elle utiliserait?
N'acceptez pas la première réponse. Allez plus profond. Cherchez le mot qui fait que votre corps se relâche légèrement quand vous le prononcez. C'est ça. Le mot verrait. Phase 3, la localisation de l'origine. Carl Jung insistait sur le fait que toute émotion présente a une racine dans le passé. La colère que vous ressentez aujourd'hui envers votre chef peut en fait être la colère que vous n'avez jamais exprimée à votre père. La tristesse qui surgit quand votre partenaire vous ignore peut être la tristesse de cet enfant qui a appris que ses besoins étaient un fardeau. La neuroscience confirme cela. Le circuit amygdale-hippocampe code les émotions avec contexte. Quand une situation présente active une mémoire émotionnelle ancienne, votre cerveau ne distingue pas clairement entre passé et présent. Pour lui, tout se passe maintenant. Après avoir nommé l'émotion, demandez-vous, quand est-ce que je me suis senti comme ça pour la première fois? Pas la première fois dont vous vous souvenez consciemment. La première fois que votre corps reconnaît. Fermez les yeux. Laissez l'émotion vous guider en arrière dans le temps. Le corps connaît le chemin. Phase 4, le dialogue avec l'ombre. C'est la phase qui paraît la plus étrange à l'esprit moderne. Et c'est aussi la phase que Carl Jung considérait comme la plus importante. Carl Jung appelait ça l'imagination active. C'est un processus où vous entrez consciemment en dialogue avec les parties de vous-même que vous avez rejetées. Non pas comme une fantaisie de cas, mais comme une véritable conversation avec une présence réelle. Huberman n'utilise pas ce langage, mais il a validé le mécanisme neuroscientifique derrière cela. Le Default Mode Network, le réseau cérébral actif quand nous ne sommes pas focalisés sur des tâches externes, est responsable des narrations internes et de la conception de soi. Quand vous engagez consciemment ce réseau dans un dialogue structuré, vous pouvez littéralement réécrire les histoires qu'il raconte sur qui vous êtes. Trouvez un espace privé. Visualisez la partie de vous qui explose, non pas comme un monstre, mais comme une version de vous-même. Peut-être une version plus jeune, peut-être une version qui a été réduite au silence il y a longtemps. Demandez-lui, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que se passe-t-il si je t'écoute? Vous pourriez être surpris par les réponses. La colère souvent ne veut pas détruire. Elle veut protéger. La tristesse ne veut pas vous engloutir. Elle veut être témoignée. La frustration ne veut pas exploser. Elle veut être respectée. Phase 5. L'expression calibrée. C'est cette phase qui différencie l'intégration de la thérapie traditionnelle. Il ne suffit pas de traiter les choses intérieurement. À un moment donné, l'émotion doit trouver une expression dans le monde. Mais expression ne signifie pas explosion. Cela signifie communication consciente. Cela signifie dire la vérité sur ce que vous ressentez, d'une manière que l'autre peut recevoir. Le docteur Ethan Kross a décrit cela comme co-régulation. Quand vous exprimez une émotion à quelqu'un qui peut la recevoir sans jugement, quelque chose se passe neurologiquement. Votre système nerveux se calme. Les niveaux de cortisol baissent. L'amygdale se désactive partiellement. Mais quand vous exprimez une émotion à quelqu'un qui réagit avec défense, critique ou rejet, l'opposé se produit. Votre système entre en alerte encore plus grande. Et c'est pourquoi le choix de la personne à qui exprimer est aussi important que ce que vous exprimez. Identifiez une personne dans votre vie qui a démontré une capacité d'écouter sans réparer, défendre ou juger. Une personne, c'est suffisant pour commencer. Choisissez une émotion petite, pas la plus grande, la plus effrayante, une frustration mineure, une tristesse légère. Pratiquez l'expression de cette émotion en utilisant la formule « Quand il se passe X, je ressens Y parce que j'ai besoin de Z ». Chaque fois que vous complétez ce cycle, vous entraînez votre cerveau. Vous prouvez à votre amygdale qu'expression n'équivaut pas à danger. Vous reconnectez les circuits qui ont été déconnectés dans l'enfance. Vous drainez un peu d'eau des eaux retenues derrière un barrage. Et avec le temps, le barrage n'a plus besoin de rompre, parce qu'il n'y a plus de barrage. Il y a une rivière, un flux constant. Des émotions qui entrent, sont traitées et sortent, sans accumulation, sans pression, sans explosion. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important avant de terminer. Ce processus n'est pas rapide. Carl Jung estimait que l'intégration significative de l'ombre prend des années, pas des semaines.
Et pendant ce processus, vous aurez probablement encore des moments d'explosion. Des moments où la pression accumulée est trop forte et le barrage rompt malgré tout. Quand cela arrive, ne revenez pas à la répression. Ne promettez jamais plus. Ne reconstruisez pas le barrage avec plus de force. Au lieu de cela, traitez l'explosion comme une information. Qu'est-ce qui était réprimé depuis trop longtemps? Où le système de drainage a-t-il échoué? Qu'est-ce qui a besoin de plus d'attention dans les 5 phases? Carl Jung avait une phrase pour cela. Il disait que nous faisons des progrès non pas en évitant l'obscurité, mais en la traversant. Non pas en fuyant l'ombre, mais en lui donnant suffisamment de lumière pour voir ce qu'elle est réellement. Et ce qu'elle est réellement, la plupart du temps, est simplement une partie de vous qui a été rejetée trop tôt. Une partie qui a appris qu'elle n'était pas la bienvenue. Une partie qui a attendu, parfois pendant des décennies, pour enfin être vue. L'explosion de l'hypersensible n'est pas un défaut. C'est une demande. C'est l'ombre qui crie « Regarde-moi, intègre-moi, laisse-moi vivre sous une forme ou une autre, où je vivrai de toute façon, quand tu t'y attendras le moins, de la manière la plus destructive possible. Et maintenant, je dois vous poser une question. Et cette question va révéler où vous en êtes dans ce processus. Quelle a été la dernière émotion que vous avez avalée? Pas celle d'aujourd'hui, pas celle de cette semaine. L'émotion que vous avez avalée si constamment que vous avez presque oublié qu'elle existe? Gardez cette réponse. Vous allez en avoir besoin, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose que Carl Jung a découvert sur ce qui se passe quand vous arrêtez finalement de réprimer. Et ce qui se passe n'est pas ce que vous attendez. Ce n'est pas une paix immédiate. Ce n'est pas une clarté instantanée. Ce qui se passe d'abord est quelque chose que la plupart des gens ne sont pas préparés à affronter. Et si vous ne savez pas que cela arrive, vous pourriez confondre la guérison avec la maladie et revenir à la répression avec plus de force que jamais. Alors restez avec moi, parce que ce qui vient ensuite pourrait être l'information la plus importante que vous allez entendre sur votre propre esprit. Carl Jung a noté un modèle chez ses patients qui était dans le processus d'intégration. Il passait par une période qu'il appelait une intensification des symptômes. Avant de s'améliorer, la chose empirait. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez de réprimer, toutes ces émotions qui étaient derrière le barrage commencent à se mouvoir. Et elles ne se meuvent pas de manière organisée, une à la fois, dans l'ordre chronologique. Elles se meuvent en ondes chaotiques, colère mélangée à tristesse, mélangée à peur, mélangée à joie perdue, il y a longtemps. La neuroscience moderne explique cela à travers le concept de reconsolidation de la mémoire. Quand vous accédez à une mémoire émotionnelle, elle ne reste pas stable. Elle entre dans un état malléable où elle peut être modifiée. C'est bien, c'est comme ça que la thérapie fonctionne. Mais pendant cet état malléable, l'émotion est très présente, très active. Et l'hypersensible, avec sa connectivité amygdale-cortex déjà intensifiée, va sentir cela de manière amplifiée. Alors voici ce que vous devez savoir. Si vous commencez ce processus et que les choses semblent empirer avant de s'améliorer, vous ne vous trompez probablement pas. Vous faites probablement bien. La différence réside dans la qualité de la douleur. La douleur de la répression est une douleur stagnante. Elle ne va nulle part. C'est la même douleur, jour après jour, année après année. La douleur de l'intégration est une douleur qui se meut. Elle est intense, mais temporaire. Elle va quelque part. Carl Jung utilisait la métaphore alchimique. Il disait que l'intégration passe par des phases. Nigredo, albedo, citrinitas, rubedo. La première phase, nigredo, est littéralement noircissement. C'est quand tout semble empirer. La deuxième phase, albedo, est blanchiment. C'est quand ça commence à faire sens. La troisième, citrinitas, est jaunissement. La conscience supérieure émergent. Et la quatrième, rubedo, est rougissement. L'union finale des opposés. Vous ne pouvez pas sauter directement au rubedo. Vous devez passer par le nigredo d'abord. Et cela nous ramène à la question que Carl Jung considérait comme la plus importante de toutes. Ce n'est pas « comment j'arrête d'exploser ?» La véritable question est « qu'est-ce que mon explosion essaie de me dire ?» Que je refuse d'entendre autrement. L'explosion de l'hypersensible
est rarement lié à la situation immédiate, rarement aux commentaires du collègue, à la critique du partenaire, à la demande du chef. Ce ne sont que des déclencheurs. Le carburant était là bien avant, et ce carburant, dans l'immense majorité des cas, est un besoin fondamental qui a été nié. Un besoin d'être vu, d'être entendu, d'être respecté, d'avoir des limites, d'avoir de l'espace, d'avoir de l'importance. Quel besoin fondamental a été nié chez vous? Pas le besoin superficiel, le besoin si profond que vous en avez honte, le besoin que vous avez appris à cacher parce que, lorsque vous l'avez exprimé dans votre enfance, il a été rejeté. C'est là la racine. Et tant que cette racine n'est pas mise en lumière, traitée, intégrée, le barrage va continuer à se remplir et le cycle va continuer. Mais, lorsque vous finissez par amener ce besoin à la conscience, lorsque vous admettez enfin à vous-même ce dont vous avez réellement besoin, quelque chose change. Pas d'un coup, pas par magie, mais structurellement. Parce que, maintenant, vous ne luttez plus contre une ombre invisible. Vous êtes en relation avec une partie de vous-même que vous pouvez enfin voir. Et les parties que vous pouvez voir, vous pouvez en prendre soin. Les parties dont vous pouvez prendre soin, vous pouvez les intégrer. Et les parties intégrées n'explosent pas. Elles fluent. C'est le secret que Carl Jung a découvert et qu'Andrew Huberman valide un siècle plus tard. La solution à l'explosion n'est pas plus de contrôle, mais plus de conscience. Ce n'est pas réprimer avec plus de force, mais éclairer avec plus de courage. Et la bonne nouvelle, la nouvelle qui fait que tout ce processus en vaut la peine, c'est qu'au-delà de l'intégration, il existe quelque chose que la répression ne pourrait jamais vous donner. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir entier, d'être, finalement, toutes les parties de vous-même, pas seulement les parties acceptables. Et Andrew Huberman décrirait cela en termes de cohérence neuronale. Quand toutes les parties de votre cerveau travaillent ensemble, au lieu de se battre les unes contre les autres. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre ainsi, non pas sans émotion, mais avec une émotion intégrée, non pas sans colère, mais avec une colère qui informe au lieu d'exploser, non pas sans tristesse, mais avec une tristesse qui purifie au lieu d'engloutir, non pas sans peur, mais avec une peur qui protège au lieu de paralyser. Imaginez ressentir tout ce que vous ressentez, avec toute l'intensité que votre cerveau hypersensible permet, mais sans la nécessité de cacher, de réprimer, ou d'attendre que la pression devienne insoutenable. C'est ce qui se trouve de l'autre côté. C'est ce que l'intégration offre. Et vous le méritez, non pas malgré votre sensibilité, mais grâce à elle. Parce que la même sensibilité qui crée les explosions les plus dévastatrices crée aussi la conscience la plus profonde. Le même cerveau qui capte chaque tension de l'environnement capte aussi chaque beauté. Les mêmes neurones miroirs hyperactifs qui vous surchargent avec la douleur d'autrui vous connectent aussi avec des joies que des personnes moins sensibles ne vont jamais expérimenter. Carl Jung le savait. Il a écrit que les personnes les plus sensibles sont exactement les personnes les plus nécessaires. Parce qu'elles sentent ce que la collectivité est en train de réprimer. Elles portent l'ombre du groupe. Et quand elles intègrent leur propre ombre, elles aident le monde entier à intégrer la sienne. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la pression monter, la prochaine fois que vous sentirez le barrage s'approcher de sa limite, rappelez-vous de cela. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes un système d'alerte, un canari dans la mine de charbon, un capteur détectant ce que les autres ne peuvent pas. Et l'explosion, quand elle arrive, n'est pas votre échec. C'est votre corps qui vous implore d'arrêter de réprimer et de commencer à intégrer. La question est, allez-vous écouter? Dans les commentaires, dites-moi, quelle a été l'explosion qui vous a montré que quelque chose devait changer? Quel a été le moment où vous avez réalisé que la répression ne fonctionnait pas? Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose sur vous-même que vous ne compreniez pas avant, j'ai une requête. Dans les dernières minutes, vous avez reçu des informations qui ont nécessité des décennies de recherche pour être compilées. Des connexions entre Carl Jung et Andrew Huberman que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un protocole pratique,
basé sur la psychologie profonde et les neurosciences modernes. Ce type de contenu existe parce que des personnes comme vous choisissent de soutenir. Lorsque vous cliquez sur le cœur doré du Super Thanks, vous ne m'aidez pas seulement financièrement. Vous dites « Continuez à révéler ces connexions. Continuez à traduire la science complexe en quelque chose que je peux utiliser. Chaque Super Thanks finance la prochaine recherche, la prochaine vidéo, la prochaine révélation. Vous devenez une partie active d'une mission qui unit ce que l'Académie maintient séparé. Et plus important encore, vous vous identifiez comme quelqu'un qui investit dans son propre éveil. Pas un consommateur passif de contenu, un participant actif à sa propre transformation. Le cœur doré est juste en dessous. Cliquez, laissez votre empreinte. Faites partie de cette aventure. Et si vous connaissez un autre hypersensible qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui est au bord de l'explosion ou qui vient d'en vivre une, partagez cette vidéo. Cela pourrait être l'information qui change tout pour cette personne. Dans les prochaines vidéos, je vais explorer d'autres connexions entre Carl Jung et Andrew Huberman. Je vais révéler pourquoi vous attirez des personnalités narcissiques, même en essayant de les éviter, et le schéma neurologique que personne ne vous explique. Activez la cloche pour ne rien manquer. Le barrage n'a pas besoin de rompre. Le volcan n'a pas besoin d'exploser. Il existe une autre voie, et cette voie commence par un choix. Le choix d'arrêter de réprimer et de commencer à intégrer. Le choix d'arrêter de cacher et de commencer à éclairer. Le choix d'arrêter de lutter contre vous-même et de commencer à devenir entier. Carl Jung a cartographié le chemin. Andrew Huberman a validé les neurosciences. Et vous, maintenant, vous avez la carte et la validation. La seule chose qui reste, c'est de faire le premier pas.